Bienvenue donc sur nos CEO Talks internationaux. Donc, je suis Mathilde Pruvot. Je travaille donc au pôle communication de la direction de l'entrepreneuriat et d'innovation de l'École polytechnique et je m'occupe particulièrement de l'organisation des événements en lien avec l'écosystème de ce lieu qui est aussi appelé X-Novation Center. Donc, pour être plus précis, c'est la 8e édition et chaque mois, nous avons à cœur de vous proposer un parcours entrepreneurial à l'international. Et nous avons à ce titre parcouru déjà pas mal de kilomètres avec vous peut-être déjà, et que ce soit donc aux USA, au Japon, au Luxembourg, au Kenya, en Israël dernièrement, et puis de façon il y a quelques mois à Paris aussi. Donc Roberta Camera qui est présente ici représente qui est responsable du programme d'incubation X-Up et moi-même voilà nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui en direct de New York Emmanuel Strasnoff qui est cofondateur de la société Bubble avec Joshua Hazin. Voilà, donc bonjour Emmanuel et merci beaucoup. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Donc Bubble, bonjour à vous. Donc Bubble est une plateforme juste pour voilà, présenter très rapidement, mais je vais vous laisser la parole très rapidement. Donc c'est une plateforme intuitive et entièrement personnalisable qui permet de créer rapidement des applications interactives et multi-utilisateurs pour les navigateurs web de bureaux et mobiles sans avoir à utiliser le code. Voilà, un élément très important. Donc Roberta, je te laisse la parole et puis je reviendrai 2-3 minutes juste avant de l'intervention d'Emmanuel. Merci beaucoup Mathilde, bienvenue Emmanuel. C'est vraiment avec un grand plaisir qu'on vous a aujourd'hui. Et je suis Roberta Camera, responsable du programme d'incubation pour Startup Early Stage de l'École polytechnique. Aujourd'hui, je suis très contente parce qu'en fait, c'est la 8e édition du CEO Talk, mais c'est le premier CEO Talk de la nouvelle promo d'X-Up qui est démarré il y a 2 jours. Donc, je suis vraiment très contente de la démarrer avec Emmanuel. Quelques mots sur Emmanuel avant de lui donner la parole. Donc, polytechnicien, diplômé ingénieur de l'école de Pont de Paris Tech, où il a aussi travaillé pendant plus de 3 années. Vous avez débuté votre carrière à l'international à Shanghai en tant que consultant en stratégie pendant plus de 2 ans. Et ensuite, vous êtes parti aux États-Unis pour étudier et obtenir un MBA en management de la Harvard Business School en 2012. Et c'est dans ce moment-là que vous avez rencontré votre associé et vous avez démarré votre aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, Google est présent dans plus d'une centaine de pays et vous avez fait une première levée de fonds dans le 2019. Donc, vraiment un parcours très intéressant pour nous que nous avons hâte de découvrir. Je laisse juste la parole à Mathilde pour expliquer pour l'audience comment interagir sur la chat et ensuite on est à l'écoute d'Emmanuel. D'accord, merci beaucoup Roberta. Donc oui, en fait, les CEO Talks internationaux sont, il faut le savoir, en fait, les seuls événements qui sont ouverts du programme d'incubation de X-Up. Ce sont les seuls événements qui sont ouverts au public. Donc, merci beaucoup d'être présent. Et voilà, si aussi vous pouvez communiquer sur cette information-là, puisque voilà, c'est une fois par mois et c'est un moment privilégié avec le programme X-Up. Donc, Emmanuel Strasnoff va se présenter sur ses démarches entrepreneuriales et ensuite suivra un échange voilà, qui est guidé par des questions avec nous trois et puis bien sûr avec vous, puisque voilà, vous êtes aussi participants et donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je pense que pour certains, vous avez l'habitude sur le petit onglet questions-réponses. Et puis, on va gérer les différentes interrogations entre nos questions, vos questions. Voilà, ce sera intéressant. Et puis, voilà, n'hésitez pas. Donc, Emmanuel, c'est à vous. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. L'école polytechnique est évidemment, l'IX est évidemment l'école où j'ai fait mes études. Et même si j'ai fait un MBA après aux États-Unis, on a toujours un attachement particulier pour la première école où on a été, c'est la prépa et l'IX juste après. Comme Roberta l'a décrit, mon parcours assez rapidement. Je suis venu sur l'entrepreneurship assez tard, en fait. C'est-à-dire que j'avais jamais imaginé, quand j'étais en école, que ce soit à l'IX et même en business school, en fait, au début, que je serais entrepreneur un jour. Ces choses-là se sont fait un petit peu par accident, ce qui
qui prouve que je pense qu'il faut être ouvert aux opportunités quand elles arrivent. Donc, pour répéter assez rapidement mon parcours, quand j'étais à l'IX, je pense que j'étais très français et donc je voulais faire un corps d'État et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Quand j'ai rejoint les ponts, c'était en tant que membre du corps et je pensais à l'époque, ce qui est sans doute un petit peu vrai toujours, que si on voulait avoir un impact en France, travailler pour l'État était une bonne façon de le faire. Et ce qui m'a après attiré vers la technologie et que je pense qu'on peut avoir un impact à des échelles beaucoup plus grandes par le logiciel et la technologie. Et donc j'ai rejoint le corps. Assez rapidement, cela dit, je me suis rendu compte que je voulais passer quelques années à l'étranger et j'avais un intérêt pour la Chine qui a commencé assez jeune parce que mes parents se sont rencontrés en Chine en 78. Donc, quand deux Français se rencontrent à Pékin en 78, c'est assez formateur dans la famille. Et après ça, j'ai commencé à y aller assez jeune et je parlais un petit peu la langue. J'avais fait du chinois à l'IX, mais j'avais commencé plutôt étant jeune, encore une fois avec des parents qui étaient tous les deux assimilisants. Et du coup, je suis parti en Chine au début dans le cadre du corps et assez rapidement, normalement, j'aurais dû rentrer en France pour rejoindre l'État après ça. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que je voulais rester à l'étranger, concrètement. Et c'est ce qui m'a amené aux États-Unis pour le MBA. Quand je suis rentré au business school, je ne pensais pas du tout, encore une fois, être entrepreneur. Je voyais vraiment la business school comme étant une façon de prendre 2 ans pour explorer pas mal de choses et réfléchir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la fin de mon MBA, la vague des startups a commencé à vraiment décoller aux États-Unis parce que c'était 2012, c'était le moment où Facebook a été rentré en bourse. Et donc, il y avait pas mal de mouvements autour de ça. J'ai commencé à regarder ce qui se passait et ça a commencé à me plaire pas mal. Là encore, je ne pensais pas être entrepreneur, je voulais plus aller vers la technologie, ne serait-ce que pour des contraintes de visa. En tant qu'étranger, c'est assez difficile. En tout cas, je croyais à l'époque que c'était assez difficile de lancer une entreprise aux États-Unis sans avoir un statut de résident permanent ou sans être américain, donc une green card. Et donc, je commençais à chercher des boulots dans des startups à New York ou à San Francisco. Et j'ai trouvé finalement une startup qui me plaisait bien à New York. Et littéralement, le jour avant l'expiration de mon offre, j'ai été introduit par Josh et je l'ai rencontré en personne pour la première fois dans un café à New York. Il cherchait quelqu'un pour le rejoindre pour ce qui est devenu Bubble après, même si à l'époque ça ne s'appelait pas Bubble. La boîte n'était pas encore créée, mais c'était un projet. Et on s'est dit oui concrètement après notre premier café. Donc 9 ans plus tard, on est ici. C'est assez spécial. Ce qui veut dire que je pense qu'il faut être ouvert et flexible aux opportunités et surtout faire confiance à ses intuitions. Alors après, j'ai évidemment, entre le moment où il me l'a proposé, j'ai pas dit oui immédiatement. J'ai pris quelques heures quand même pour poser des questions aux gens qui nous avaient mis en contact et à d'autres gens pour avoir un petit peu de feedback sur sa personne parce que quand on cherche un associé, c'est concrètement un mariage. Et donc, de se marier après un premier café, ça peut être assez dangereux. Mais en revanche, quand l'intuition est là, je pense que ça vaut le coup de se lancer. Et donc, on a lancé Bubble en 2012, donc maintenant, il y a presque 9 ans, avec l'idée que que la création d'entreprise devait être ouverte à tous, et pas seulement aux gens qui avaient fait du code petit ou qui avaient leur meilleur ami d'enfance qui était un codeur ou une codeuse, ou qui avaient accès à du capital et qui pouvaient de l'argent pour embaucher des ingénieurs. Parce que concrètement, notre constat en 2012 était de dire pour une startup qui se lance, il y en a probablement 99 autres qui méritaient d'être lancées. La plupart ne marcheraient pas, mais c'est pas grave, c'est pas tellement le sujet. Le sujet est qu'il faut démocratiser un petit peu les outils de création de façon à ce que les gens puissent lancer des entreprises sans être limités par, encore une fois, l'exposition et code petit ou la connexion au capital, parce que c'est très cher de créer du logiciel. Et donc, on a lancé notre Bubble en 2012 avec cette idée. Et depuis 9 ans, on n'a en fait pas changé. C'est-à-dire que ça fait 9 ans qu'on a à peu près la même mission. On travaille toujours à résoudre ce problème-là. C'est un problème qui est très difficile, parce que fondamentalement, de permettre aux gens de créer des choses sans code, c'est un petit peu le Graal de la technologie. Les entreprises ont essayé de faire ça pendant des décennies et on enseigne encore le code à l'école. Donc, je pense que c'est un problème très difficile. Et aujourd'hui, je suis très fier de dire que notre solution est de loin la plus puissante en termes de ce qu'on peut faire sans code. Alors, quand on s'est lancé, personne ne croyait vraiment que ça valait même le coup de lancer ce qu'on fait. Et au fil des années, après, je pense que la première vague où on a dit on va mettre tout le monde au code, les gens se rendent compte que ce n'était pas forcément la bonne façon de le faire. Il y a en particulier beaucoup de gouvernements qui ont essayé de créer des programmes, la France en particulier, mais pas seulement, où mettre tout le monde au code. Et je pense qu'en 2016-2017, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément viable et qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas envie de coder, même si on leur disait que le code était important. Et en même temps, les solutions sont devenues de plus en plus performantes, et Bubble en particulier. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui a un nom, ça s'appelle le no-code, qui n'existait pas quand on s'est lancé en 2012. Et aujourd'hui, on a de loin, comme je disais,
la plateforme la plus puissante qui demande un certain temps d'apprentissage. Hein, ça prend quelques heures à apprendre. Mais en revanche, une fois qu'on a passé peut-être dizaine d'heures, ça dépend des gens, parfois 10, 15 ou 20 heures pour apprendre l'outil, on peut concrètement lancer une plateforme comme Airbnb, Twitter, ce genre d'outils, sans avoir à coder, juste en cliquant. Et notre expérience, c'est que si on change le médium du code et donc des mains sur le clavier à une interface graphique avec la souris sur un écran et des icônes, c'est de toute façon, il y a à peu près 100 personnes de plus au moins qui peuvent utiliser ce genre d'outils et donc créer des choses. Et donc, on a une trajectoire d'entreprise un petit peu non traditionnelle, au sens où on a autofinancé l'entreprise pendant 7 ans sur nos deniers personnels, en travaillant juste à deux pendant longtemps avant d'embaucher du monde. Donc, un petit peu la façon dont c'est une entreprise de la vieille école, c'est-à-dire de ne pas lever d'argent, de créer un produit qu'on distribue, gagner de l'argent et embaucher des gens quand on gagne de l'argent. Et depuis 2 ans, là, on est devenu une startup un petit peu plus traditionnelle d'un point de vue trajectoire, au sens où on a levé de l'argent. Je ne peux pas donner trop de détails en ce moment, mais on est en deuxième levée de fonds en ce moment. Donc maintenant, on est beaucoup plus une entreprise traditionnelle au sens de la tech et du venture capital. Mais du coup, j'ai pu voir un petit peu les avantages et les inconvénients des deux approches. Et aujourd'hui, on est essentiellement basé à New York. Alors évidemment, vu les circonstances, c'est un peu moins clair. Il y a beaucoup de gens qui ont bougé du fait de la pandémie. Et on est une quarantaine d'employés à temps plein. D'accord. Merci, Emmanuel. Merci beaucoup. Donc, je peux vous poser une question. Après presque 10 ans d'association, quelle est, selon vous, la recette du succès pour une relation solide entre deux associés? Je pense la même chose que dans un couple, en fait. C'est le fait d'avoir le courage de se dire les choses directement sans avoir forcément peur de la réaction de l'autre. Évidemment, pendant 9 ans, il y a eu des jours où j'avais envie de jeter mon associé par la fenêtre et lui aussi. Et ça fait partie de la vie de couple et de la vie de couple fondateur en particulier, de gens qui lancent une boîte ensemble. Je pense que l'important est d'être très direct sur son feedback. Alors après, c'est une question assez personnelle. Il y a des gens qui sont ouverts au feedback en direct et d'autres qui le sont moins. Bon, il se trouve que je suis assez direct. Et Josh, alors ça ne parlera peut-être pas aux gens habitant en France, mais il a travaillé pendant plusieurs années chez le hedge fund Bridgewater, qui est connu pour leur approche du feedback assez particulière. C'est-à-dire que tous les emails sont publics, tous les meetings sont enregistrés. C'est très bien vu de dire à quelqu'un, et en particulier pour un junior, pour dire au CEO, qui s'appelle Ray Dalio, qui est très connu, de lui dire là, ce que vous dites, c'est totalement faux. Et donc, on était tous les deux sur la même page d'un point de vue feedback. Et donc, c'est ce qui permet d'évoluer, en fait, en tant que couple de fondateurs, de partenariat, au sens où quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit. Et après, la deuxième chose, alors ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut travailler, c'est plus quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas dès le début. Il faut tous les deux être convaincus que ce qu'on fait est vraiment important pour le monde et que la boîte doit exister. C'est-à-dire que quand on est aligné sur le fait que le problème que Bubble essaie de résoudre, qui est l'accessibilité de la programmation, est un problème vraiment important qui doit être résolu, si on est tous les deux convaincus qu'il faut le faire, qu'on est direct avec notre feedback, alors après, il y a des aléas de la vie qui peuvent arriver et faire que quelqu'un doit partir parce que des problèmes familiaux, de santé ou n'importe quoi. Mais sinon, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de raison pour que le partenariat s'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Alors, juste une question vraiment beaucoup plus légère, mais voilà, ça nous intriguait. Pourquoi vous avez choisi le nom de Bubble pour votre société? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ou pas? Je ne sais pas. Alors, l'histoire, oui, c'est qu'on avait pris quelques bières. Enfin, généralement, les gens qui choisissent un nom d'entreprise ont pris quelques bières avant de décider. On voulait un nom générique, c'est-à-dire que pour nous, et là, c'est plus sérieux, il était important pour nous de créer une entreprise qui puisse à terme devenir une entreprise très importante du monde de la technologie et qui n'est pas juste le produit qu'on crée aujourd'hui, mais une entreprise qui peut avoir beaucoup de produits différents, donc avoir un nom qui n'est pas attaché exactement à ce qu'on fait aujourd'hui, mais qui peut être étendu à d'autres choses, qui est accessible, qui est plutôt drôle et qui jouait un peu avec le côté tech bubble qu'on trouvait assez séduisant à l'époque. Alors, les avocats nous ont tous dit que c'était une très mauvaise idée de faire ça parce que généralement, on ne veut pas nommer une entreprise avec un nom commun. Donc, Bubble en anglais, Bull est un nom commun parce que ça pose des problèmes en termes de nom de domaine. On n'a toujours pas bubble.com, par exemple, de termes de trademark, d'enregistrer sa marque ou des choses comme ça. Mais c'est aussi le genre de choses que ça n'a pas empêché Apple de devenir ce que c'est devenu. Et donc, il y a certainement des solutions pour ça.
D'accord, merci beaucoup. Ça a pris du temps pour marcher, c'est-à-dire que pendant Oui. longtemps, quand on tapait Bubble sur Google, on ne tombait pas, mais maintenant, ça fait plusieurs années que quand on tape Bubble sur Google, généralement, on est le premier truc qui sort et c'est ça qui est important. Tout à fait. D'accord, merci beaucoup. Bien, Manuel. Je vais vous Roberta? demander, est-ce que vous avez des entrepreneurs qui vous ont inspiré ou vous avez eu la possibilité d'avoir des mentors qui vont remarquer beaucoup votre parcours? Initialement, non, en fait, parce que comme on n'a pas levé d'argent, alors les entrepreneurs qui nous ont inspirés, oui, c'est-à-dire que moi j'ai toujours personnellement regardé Bill Gates, alors je sais qu'en ce moment il a d'autres soucis, mais j'ai toujours personnellement regardé Bill Gates comme étant, je pense, un des plus grands génies de la technologie, parce que je pense que Microsoft a changé le monde comme pas beaucoup de compagnies ont changé, en tout cas jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Je pense que la création de l'outil Office, par exemple, qui fait que concrètement, toutes les entreprises ont commencé à travailler sur le même standard et pouvaient partager leur façon de travailler et des documents, était particulièrement, et parfois un petit peu sous-estimé, je pense, dans l'impact que ça peut avoir, alors que Apple est une très belle entreprise, mais si ce n'était pas l'iPhone, il y aurait d'autres téléphones qui marcheraient aussi. D'un point de vue plus personnel en termes de mentor, pas vraiment. Alors ça, c'est un petit peu la conséquence de ne pas avoir levé d'argent. Généralement, les mentors au début sont quand même souvent des gens qui auront investi dans l'entreprise, parce que la plupart des entrepreneurs à succès n'ont pas beaucoup de temps. Et donc, pour qu'eux puissent décider de passer du temps et d'aider quelqu'un, généralement, ils font ça parce qu'ils sont partie prenante du projet. Et partie prenante du projet veut dire qu'ils ont investi. Donc là, on était un petit peu limité de ce point de vue-là. Et après, alors, on avait plus d'expérience et la boîte était plus grande. Mais depuis qu'on a levé de l'argent, il y a beaucoup plus de gens à qui je peux demander conseil de temps en temps. Cela étant, je dirais quand même que l'entrepreneuriat est quelque chose d'assez solitaire. Alors, pas solitaire au sens où on a un associé, mais la plupart des décisions importantes devront être prises tout seul en tant que fondateur et équipe dirigeante d'une start-up. Et c'est assez rare que les mentors puissent vraiment dire « Ah ben voilà ce qu'il faut faire » parce que chacun est assez différent. Donc, c'est bien d'avoir des mentors. Ça ne m'a pas forcément manqué de ne pas en avoir pendant les premières années, parce qu'in fine, c'est une aventure assez d'équipe, mais juste de l'équipe. Bien. Et j'aurais aussi une autre question. Suite à vos expériences en Chine, aux US et en France, parce que quand même vous êtes aussi français, qu'est-ce que selon vous, ces différents écosystèmes et cultures vous ont appris dans votre parcours professionnel et entrepreneurial? Alors, l'éducation française qui est particulièrement pluridisciplinaire et l'X en particulier, ça a beaucoup de valeur pour lancer une entreprise. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles. Moi, par la business school, j'ai découvert des gens qui avaient été dans beaucoup d'écoles dans le monde, américaines, mais pas seulement, avant le MBA. Je pense que les écoles françaises ont un aspect pluridisciplinaire qui devrait être plus valorisé au niveau mondial et qui est extrêmement avantageux pour les étudiants qui y ont. Et donc, le fait de pouvoir passer du côté beaucoup plus business ou légal au code, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui permettent de faire ça et qui nous ont formés pour faire ça. Après, ce que j'ai fait en Chine, alors, ce que j'ai fait en Chine était assez particulier parce que je faisais du conseil en stratégie pour des entreprises chinoises essentiellement, parce que l'entreprise pour laquelle je travaillais était assez chinoise, c'est-à-dire que les partenaires étaient chinois, même si l'entreprise elle-même était allemande. Donc, la plupart des clients étaient chinois. Je ne peux pas vraiment prétendre que ça me sert tous les jours. Là où ça m'a servi, en fait, c'est de gérer la complexité et en particulier de gérer d'être dans un environnement changeant. C'est-à-dire que quand j'étais en Chine, mon chinois était correct, mais je n'étais pas bilingue. C'est-à-dire que souvent, donc, quand je faisais des missions de conseil en chinois, je ne peux pas dire que je comprenais 100% de ce qui se disait en réunion, par exemple. Et le fait d'être capable de travailler, de ne pas paniquer concrètement, sans comprendre 100% de ce qui se dit autour de nous, est quelque chose qui, pour moi, en particulier en commençant Bubble, qui n'était pas technique à la base. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de code petit au collège-lycée, mais j'avais arrêté en fait, et un petit peu à l'X parce que tout le monde en faisait, mais j'avais jamais imaginé être un codeur professionnel, ce que je suis devenu bien des années après. Et du coup, quand j'ai commencé l'entreprise avec Josh, j'ai dû réapprendre à coder. On travaillait sur un produit assez compliqué. Donc, de ne pas paniquer quand je suis dans un environnement où je ne comprends pas tout ce qui se passe, c'est quelque chose que j'ai appris en Chine et qui m'a beaucoup servi dans l'entrepreneuriat, plus au début qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au bout de 9 ans, maintenant, je comprends un peu plus ce qui se passe. Mais ça m'a pris quelques temps pour comprendre au début comment l'entreprise se lançait. Après, et quant au MBA, alors ça, c'est une formation très généraliste. Dans mon cas, la valeur du MBA n'était pas tellement sur les compétences, ce qu'on appelle les hard skills en anglais que j'ai apprises, même s'il y a certains cours de
d'entrepreneuriat ou de corporate finance qui ont été utiles. Mon expérience de business school m'a vraiment permis d'explorer beaucoup de choses, et je pense que c'est là où le système américain a beaucoup de mérite, c'est qu'il expose les étudiants à beaucoup de choses pour pouvoir décider de ce qu'on veut faire in fine. Et donc moi, je suis rentré en business school, alors je disais que c'était pour explorer, mais j'avais quand même écrit des essais dans lesquels je disais que je voulais faire des investissements entre la France et la Chine. J'ai finalement passé mon été entre mes 2 années à travailler pour le CEO de Prada, la marque de mode italienne USA, qui est un polytechnicien d'ailleurs. Et finalement, je me suis retrouvé à lancer une boîte dans du software, ce que j'appellerais du software dur, donc comme Meuble, 2 ans plus tard. Donc, le fait d'avoir été exposé à beaucoup de choses, et j'ai interviewé avec beaucoup d'autres entreprises qui faisaient des choses bien différentes pendant les 2 ans pour me découvrir un petit peu. Et donc, de ce point de vue-là, ça m'a beaucoup servi. Donc, pas tellement dans les compétences pour lancer la boîte, mais plus pour découvrir en fait quel était le chemin, le bon chemin pour moi. Et c'est quelque chose que, pour le coup, les universités américaines font très bien. Merci. Je pense qu'on peut démarrer avec une question du public. Il y a Arnaud qui vous demande, vous avez récemment limité votre offre premium. Est-ce que cela a eu les effets que vous attendiez? On a restreint, pardon, notre plan offre premium. Oui, ça a eu les effets escomptés et on l'a fait d'ailleurs après, ça c'est des questions un petit peu techniques, on l'a fait après avoir fait beaucoup de tests d'ailleurs. De façon plus générale, la question du pricing pour une startup est très difficile et souvent les fondateurs, et moi-même j'ai fait cette erreur et je pense qu'on n'a pas encore totalement résolu tous nos problèmes avec le pricing, ont tendance à vouloir donner leur plan, leur produit gratuitement pour avoir un maximum d'utilisateurs. Et c'est une tentation qui est assez dangereuse. Il faut faire attention avec ça parce qu'à un moment, à moins de créer une entreprise non-profit et donc de lever de l'argent auprès de philanthropes, il faut que le business soit en mesure de générer de l'argent. Pas forcément d'ailleurs pour utiliser cet argent pour croître, parce qu'on peut lever de l'argent, mais en revanche, il sera délicat de lever de l'argent si on n'a pas de revenus derrière, à moins de créer quelque chose où la monétisation est officiellement quelque chose qui viendra beaucoup plus tard. Donc Facebook est l'exemple parfait. Par exemple, Facebook, pendant, je sais pas, 3-4 ans, ils n'ont pas gagné d'argent du tout et ce n'était pas l'objectif. Nous, on crée un produit que les gens sont prêts, doivent. Depuis le début, on dit que les gens devront payer pour utiliser notre outil. Et donc, la question était, quels sont les moyens de faire que les gens qui nous utilisent sérieusement payent? Et donc, pendant longtemps, je pense que notre plan gratuit était trop généreux et ça a posé des problèmes. Et donc, ce qu'on a dû faire, c'est restreindre un petit peu le plan gratuit pour inciter les gens à payer. Et on a vu une amélioration de la conversion qui a quasiment doublé, en fait. D'accord, merci beaucoup. J'ai une autre la seule truc que je rajouterais, la raison pour laquelle dans d'autres cas, ce n'était pas évident, c'est que comme il y a une courbe d'apprentissage qui est réelle pour notre outil, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à l'utiliser, on ne veut pas faire payer les gens pour apprendre l'outil. Et donc, il faut trouver la bonne façon de faire que quand les gens utilisent l'outil pour apprendre, ils n'ont pas besoin de payer, mais que dès qu'ils nous utilisent de façon sérieuse, ils doivent payer. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont, selon vous, les bonnes pratiques de l'écosystème entrepreneurial américain qui manquent en France? Je pense que la France se passe assez bien, concrètement. Donc, il ne faut pas commencer la conversation en disant que l'écosystème français n'est pas au point. Je pense qu'en particulier, depuis 5-7 ans, les choses se sont beaucoup améliorées. Je pense que maintenant, il y a un tissu qui est très actif. Ce que les États-Unis ont, c'est juste une histoire qui est dure à répliquer. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer, où il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont déjà lancées, des gens qui ont réussi, qui généralement ont de l'argent à réinvestir. Et après, alors la chose que les États-Unis ont, que la France n'a pas, mais la France commence à s'adapter un petit peu, c'est juste que quand on lance une boîte aux États-Unis et qu'on s'adresse au marché américain initialement, le marché est gigantesque parce que c'est le marché américain. Souvent, je pense que des gens qui lançaient leur entreprise en France, au début, en tout cas, il y a plusieurs années, regardaient le marché français comme étant leur premier marché, ce qui est très naturel parce qu'on veut voir le marché immédiat. Et là, la difficulté, c'est que si on travaille sur son marché français et qu'on réussit bien sur le marché français, on reste une relativement petite entreprise par rapport à une entreprise qui, aux États-Unis, marche bien sur le marché américain. Mais de ce point de vue-là, les choses se sont améliorées, c'est-à-dire que maintenant, les entrepreneurs français basés en France ont tendance à voir le marché de façon beaucoup plus mondiale, ce qui leur permet de créer des entreprises beaucoup plus grandes. Et il suffit de voir ce qui s'est passé pendant les 2 dernières semaines en termes de levée de fonds sur les entreprises françaises. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Justement, là, on n'oublie pas les questions des auditeurs. En fait, pour rebondir, la French Tech USA et l'écosystème, enfin la French Tech USA, est-ce que ça vous a aidé en fait concrètement dans votre parcours, dans votre démarche, de près ou de loin? Je ne sais pas.
Pas vraiment dans le sens où, comme mon associé était américain et qu'on a quelques employés français, mais l'entreprise, l'ADN de notre entreprise, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, est particulièrement non française. C'est en train de changer parce que maintenant, on a un ingénieur à Paris et d'ailleurs, on recrute en ce moment des ingénieurs à Paris. Donc, si des ingénieurs sont intéressés, je serais ravi d'être en contact avec eux. On va commencer à monter une équipe à Paris, mais c'est quelque chose qui s'est fait depuis en gros 6 à 12 mois. En fait, après la pandémie, il est rentré en France et on a vu une opportunité là. Mais pendant les premières années et les débuts de l'équipe, tout le monde étant américain, ça nous a un petit peu aidé d'un point de vue communication. Alors ça, c'est propre à nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de startups qui s'adressent aux entrepreneurs, mais c'est notre cas. Donc, quand on fait partie de ces réseaux de startups, a priori, les gens qui suivent la French Tech sont tous des clients potentiels pour nous, et donc ça a beaucoup de valeur, mais il y a beaucoup d'autres entreprises où ça n'est pas forcément le cas. Oui. D'accord. Alors, on a une question du public, c'est très intéressant. Vous avez dit que vous n'avez pas levé de fonds pendant les premières 7 années de votre startup. À quel moment avez-vous décidé de le faire et pourquoi? Et enfin, quels ont été les points forts et faibles des deux expériences? Alors, la première question était pardon? Pourquoi ne pas avoir levé de l'argent de fonds? Oui. À quel moment avez-vous décidé de le faire et pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons et a posteriori, c'est toujours facile d'articuler un petit peu mieux pourquoi on a pris cette décision. La raison pour laquelle on n'a pas levé d'argent pendant de nombreuses années, fondamentalement, on sentait que notre produit ne pouvait pas croître de façon exponentielle trop tôt parce que c'est un produit qui est difficile à créer et il faut que le produit soit déjà suffisamment solide pour que les gens veulent même l'essayer et l'apprendre avant même de pouvoir espérer gagner de l'argent. Et donc, assez tôt, on s'est rendu compte que ça prendrait plusieurs années pour faire ça. Et donc, on s'est dit, si on lève de l'argent en 2013 ou 2014, on s'habitue à vivre au-dessus de ses moyens. C'est un petit peu la définition de lever de l'argent, c'est-à-dire qu'on dépend plus d'argent qu'on gagne. Il faut être en mesure de pouvoir relever de l'argent de façon réussie après 18 mois. Et on ne pensait pas qu'on serait capable de faire ça. Et quand on regarde rétrospectivement, non seulement on a eu raison parce que il y a des entreprises qui, en même temps que nous, ont essayé de faire à peu près la même chose que nous, mais qui n'ont pas réussi, qui ont levé de l'argent et qui n'ont pas pu lever le tour suivant. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font un petit peu la même chose que nous, pas exactement, mais donc des outils très connus aujourd'hui, assez compliqués, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, donc des outils comme Notion, Airtable, Webflow, ce genre d'outils-là, où eux, pareil, en fait, pendant les 4-5 premières années, ils n'ont pas levé d'argent non plus, ou alors ils ont levé de l'argent et après, ils sont devenus profitables. Donc concrètement, on a eu à peu près la même trajectoire. Et donc, de ce coup-là, c'était une intuition, ce n'était pas quelque chose qu'on avait forcément, on pouvait articuler de façon très rationnelle, c'était plus une intuition, on ne le sentait pas. Et savant ce qu'on sait aujourd'hui, on avait raison de le faire. Après, la question est, la transition pour lever de l'argent, c'est qu'on s'est dit qu'à ce moment, et ça c'est autour de mi-2018, on a commencé à se dire que maintenant, il y avait moyen de croître de façon exponentielle parce que le produit était prêt. Et alors, il y a des signaux du marché qu'on a dans ces cas-là de façon qui informent l'intuition. Donc, par exemple, pendant les 4-5 premières années du produit, donc jusqu'à 2017, et encore aujourd'hui d'ailleurs, la première question qu'on reçoit à notre équipe support, c'est toujours est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça sur un outil comme Bubble? Parce qu'il y a beaucoup de scepticisme encore autour de l'idée de créer des choses sans code. Et pendant les premières années, et c'est moi qui répondais aux emails pendant les 5 premières années exclusivement, moi je suis quelqu'un d'assez honnête, et donc quand les gens me disaient est-ce que je peux faire ça, je leur disais non, ça je suis désolé, ça ne va pas être possible. Parce que je pense que de mentir à ce moment-là est une très mauvaise idée, parce qu'à un moment, l'utilisateur va s'en rendre compte, et il va vous détester, il dira du mal de vous. Donc il vaut mieux être honnête dès le début. Et ce qui s'est passé en 2010, et donc on disait non la plupart du temps, peut-être 80%, et à partir de 2018, quand les gens nous posaient la question, et aujourd'hui encore plus, on dit oui la plupart du temps, c'est-à-dire que le produit est devenu suffisamment puissant pour faire beaucoup de choses. Et donc là, on s'est dit, maintenant, on peut avoir autant d'utilisateurs que possible, donc autant lever de l'argent et de travailler pour acquérir des utilisateurs. Alors que ce qui se serait passé si on avait levé de l'argent en 2015-2016, c'est qu'on aurait investi beaucoup d'énergie et d'argent et de temps pour avoir beaucoup d'utilisateurs, pour leur dire non. Donc c'était vraiment perdant sur toute la ligne. Et donc à partir de 2018, ça a changé et c'est pour ça qu'on a commencé à lever de l'argent. Et après, il y a eu quelques facteurs externes, que le marché est devenu beaucoup plus acceptant de notre idée, plus compétitif aussi, c'est-à-dire que les gens commençaient à lever de l'argent autour de ce qu'on faisait, donc c'était beaucoup plus facile de lever de l'argent et donc les étoiles se sont alignées et il fallait y aller. Et la deuxième partie de la question, c'était quels sont les points forts et faibles des deux expériences, de lever, pas lever. Ça, on peut en parler pendant des heures, hein, mais la valeur de ne pas lever de l'argent est que
ça limite le nombre d'interlocuteurs qu'on a en fait. C'est-à-dire que dans notre cas, on ne parlait qu'aux utilisateurs. Alors que dès qu'on a des investisseurs, dans les faits, quand un entrepreneur a levé de l'argent, il va répondre aux emails de son investisseur ou de ses investisseurs avant les emails de ses clients, parce que généralement, ces investisseurs lui ont donné plus d'argent que ses clients. Et donc, si on fait ça, quand les intérêts ne sont pas contraires, ça se passe bien. Quand les intérêts sont contraires, ça ne se passe pas bien. Et donc, la vraie valeur de bootstrapper, donc d'autofinancer, c'est que ça limite le nombre d'interlocuteurs qu'on a et on se concentre concrètement exclusivement sur ses utilisateurs. Après, tout est plus lent parce que quand on ne lève pas d'argent, on a moins de ressources. Et l'autre chose aussi, alors ça, après, chaque entreprise est un petit peu différente et chaque fondateur est un petit peu différent. L'intérêt de lever de l'argent, ça permet d'avoir un regard externe en fait, sur ce qu'on fait et qui permet de quantifier la réussite. C'est-à-dire que tous les 18 mois, concrètement, on va parler avec des investisseurs qui, pour la plupart du temps, sauf si c'est ce qu'on appelle un family and friends, mais plus un tour de table avec des investisseurs professionnels, il y a quelqu'un qui va dire en disant « Ah ouais, ça se passe bien » ou alors « Ah non, là, ça ne se passe pas bien et d'ailleurs, je ne vais pas réinvestir ». Et donc, quand on n'est pas sûr de l'idée sur laquelle on travaille, parce qu'on a un nombre limité d'années de profession active dans la vie, c'est une bonne façon de se dire « Ah peut-être qu'il faut que je passe à autre chose ». On n'a pas ressenti ce besoin-là parce que j'ai toujours été particulièrement intimement convaincu. Après, des gens peuvent dire que j'ai été stupide de ne pas faire plus confiance aux gens extérieurs pour me le dire, mais j'ai toujours été intimement convaincu que ce qu'on fait est important et doit être résolu. La question, c'est est-ce qu'on va être suffisamment fort pour le résoudre? Et donc, je n'avais pas besoin de cette validation externe. Mais il y a beaucoup de startups où c'est un nouveau concept, et un nouveau concept, c'est important d'avoir, ça peut avoir beaucoup de valeur d'avoir quelqu'un d'expérience qui dit arrête là, ça va nulle part ce que tu essaies de faire. Je ne qualifierais pas, nous, ce qu'on fait de nouveau concept. Airbnb est un nouveau concept. Ce n'était pas évident que tout le monde voulait avoir des étrangers chez eux, à part les gens qui avaient des bed and breakfast, des chambres d'hôtes de façon professionnelle. Nous, ce qu'on fait n'est pas un nouveau concept, c'est un nouveau produit, donc c'est assez différent. Une fois qu'on a levé de l'argent, la valeur là est qu'on a de l'argent concrètement. Et donc, quand on a de l'argent, on peut aller beaucoup plus vite, et embaucher plus vite et croître plus vite. Ça met de la pression sur l'entreprise, ça met de la pression sur les entrepreneurs, sur les équipes. Donc après, c'est aux fondateurs qui lèvent de l'argent de bien gérer le niveau de pression qu'ils veulent mettre sur les équipes. Il ne faut pas en mettre trop non plus. Déjà parce que ça peut être assez toxique. Ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable dans beaucoup de startups. Il y a beaucoup de startups qui ont des problèmes d'environnement toxique et je pense qu'il faut faire attention. Et aussi, ça peut être assez dommageable pour le produit lui-même. C'est-à-dire que, en particulier pour un outil comme le nôtre, de créer un bon produit qui marche bien, ça prend du temps. Il faut prendre le temps et l'argent ne diminue pas le temps de façon linéaire. C'est-à-dire que s'il suffisait de mettre 100 millions sur le projet qu'on essaie de faire, Microsoft aurait résolu ce problème-là depuis longtemps. Et ils ont essayé, ils ont mis bien plus que 100 millions. Donc, l'argent ne fait pas tout. Cela dit, ça permet d'aller plus vite. Alors, justement, on a une question, enfin, on a deux interventions de l'auditoire par rapport à donc, la concurrence. Donc, c'est une remarque, en fait, de Clément Trubert, je la nomme, puisque voilà, je suis un utilisateur de Bubble et j'adore votre outil. Je monte actuellement ma startup avec. Ce qui se passe dans le monde du no-code est très intéressant en ce moment, avec beaucoup de concurrents qui se lancent, AppGyver, Magenta, WooCommerce. Et il y a une autre personne qui intervient à ce sujet, donc Soufiane Akis, donc qui dit voilà, comment vous faites pour contrer la nouvelle concurrence type Microsoft qui se lance dans le no-code aujourd'hui. Vos clients sont majoritairement des startups. Comment vous allez vous faire connaître et être utilisé par les grandes entreprises? Il y a deux questions là. Ouais. Donc là, ouais. Ce que je comprends, c'est qu'il y a la compétition pour la nouvelle compétition, les nouvelles entreprises qui sont lancées après nous, et après la compétition de Microsoft qui est tout sauf nouveau, même s'ils peuvent lancer de nouveaux produits. Alors, la compétition venant des nouvelles entreprises, c'est plutôt sain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une optique où c'est plutôt le no-code qui doit convaincre le monde du code que le no-code a quelque chose d'utile pour le monde et qu'on peut faire des vraies choses. Et donc, j'ai presque envie de dire, plus on est de fous, plus on rit, et plus il y a des entreprises qui vont dépenser de l'argent et de l'énergie pour convaincre que le no-code est une façon de créer du software pérenne, le mieux pour nous. Donc, on voit ça plutôt bien. On a pas mal d'années d'avance parce qu'on s'est lancé en 2012, donc on a un produit qui est plus flexible et plus puissant. À l'inverse, les entreprises qui se lancent après nous peuvent apprendre de nos erreurs. Et on en a évidemment fait pas mal sur la route, ça fait partie de lancer une entreprise. Mais, et notre positionnement est assez unique. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, je pense, la seule entreprise qui dit aux fondateurs de boîtes, lancez votre entreprise sur nous et on fera tout ce qu'on pourra pour que vous puissiez rester sur la plateforme jusqu'à la vente ou l'IP ou l'entrée en bourse, par exemple. Alors que la plupart des autres outils, généralement, disent
faites votre prototype sur Bubble, sur notre outil et après embauchez une équipe d'ingénieurs. Donc, de ce point de vue-là, notre positionnement est assez unique. Ça peut changer. Peut-être que nous, on ne changera pas parce que c'est quelque chose que nos utilisateurs ne comprendraient pas. En revanche, d'autres outils pourraient décider d'étendre ce que leur produit fait. Dans les faits, c'était la raison pour laquelle on a pu faire ça, c'est comme on n'avait pas de pression financière, parce qu'on n'avait pas levé d'argent pendant les 6-7 premières années de l'entreprise, on a pu se concentrer sur le développement produit plus que beaucoup d'autres entreprises. Je pense qu'il est assez difficile de créer un outil de créer une entreprise où on essaie de développer la base d'utilisateurs et développer l'outil en même temps. Parce que par définition, quand on essaie de développer l'outil, il faut changer l'outil très souvent. Et donc, il ne faut pas trop d'utilisateurs, en fait, parce que si on en a trop, ils deviennent fous. Et alors que si on n'en a pas beaucoup d'utilisateurs, ils deviennent fous, mais on peut leur parler et leur dire, voilà, on a dû changer ça. Et donc, le fait d'avoir fait ça à un moment où le no-code n'était pas du tout l'objet d'attention du grand public, avait finalement pas mal de valeur. Les entreprises qui se lancent après nous vont avoir plus de difficultés de ce point de vue-là. Après, cela dit, on verra. Je pense qu'on est très bien positionné, mais on verra. Après Microsoft ou ce genre de grosses boîtes, comme je viens de dire, s'il suffisait de mettre beaucoup de ressources pour résoudre ce problème-là, le problème aurait été résolu depuis longtemps. Enfin, le nombre d'outils, de produits que Microsoft a lancés, en particulier pour résoudre notre outil depuis les années 90, je peux en citer au moins 5 par exemple, et on enseigne toujours le code à l'école. Donc, dans les faits, il ne s'agit pas juste de mettre beaucoup de ressources. Effectivement, pour les grands groupes, Microsoft a une force de frappe que nous, on n'a pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'essaie pas de vendre aux grands groupes aujourd'hui. On est vraiment concentré sur notre approche qui est de lancer des startups. Et d'ailleurs, c'est une approche qui a très bien marché pour beaucoup d'entreprises. Amazon Web Services et Stripe, par exemple, ce sont des entreprises qui se sont lancées plus ou moins exclusivement au début sur les startups et les entrepreneurs. Et aujourd'hui, ce sont des boîtes qui valent plus de 100 milliards chacune. Enfin, AWS, on ne sait pas combien ça vaut, mais les experts disent que ça vaut que plus de la moitié de la valeur d'Amazon est concentrée dans AWS. Donc, donc la stratégie dans ce cas-là est de grossir avec les entreprises qui se lancent sur nous, ce qui naturellement en fait nous amène vers le monde des grandes entreprises, parce que les entreprises qui se lancent sur nous, quand elles grossissent, deviennent plus grandes. Alors, ce n'est pas grande entreprise au sens total, mais c'est une entreprise qui commence à avoir des dizaines ou des centaines, parfois des milliers d'employés, et de croître avec eux. Ça prend plus de temps, mais je pense que ça pousse le produit dans une meilleure direction. Si on va vers les grandes entreprises tout de suite, il y a beaucoup de monde en fait, qui essaie de faire ce qu'on fait dans les grandes entreprises et qui se battent avec Microsoft. Et on peut gagner beaucoup d'argent. Je ne pense pas qu'on puisse arriver à un niveau où les gens utilisent ces outils pour des choses vraiment importantes. Parce que, in fine, quand une grande entreprise décide de lancer un produit logiciel, si vraiment ils ont besoin de trouver des ingénieurs, ils peuvent. Alors que les entreprises n'ont pas ce loisir-là. D'accord. Merci, Emmanuel. Très intéressant. J'ai une autre question aussi qui est intéressante de l'entrepreneur qui vous demande au démarrage de votre startup, quelles étaient les difficultés pour vous plus importantes, le contraint plus important, comment vous l'avez surmonté? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup de difficultés au début. Alors, dans mon cas, ça a été de trouver ma place, en fait, parce que moi, personnellement, parce que quand Josh m'a recruté, parce que d'une certaine façon, il m'a recruté, il avait déjà commencé à travailler sur un prototype quand on a commencé à travailler ensemble, il pensait qu'il avait besoin ce qu'on appelle un business co-founder, c'est-à-dire quelqu'un pour s'occuper de tout l'aspect business de l'entreprise. Et en fait, il avait tort, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de business à faire, concrètement. Et c'est pour ça qu'on avait parlé, parce qu'il demandait à ses amis de lui présenter des gens qui sortaient de business school, donc comme moi à l'époque où je sortais de la business school d'Harvard. Et donc, il a fallu que je m'adapte assez vite, parce qu'à peu près au bout de 6 semaines, après avoir dit « OK, let's do it », je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de business à faire et qu'il fallait que je réapprenne à coder. Donc, ça a été la première chose, qui n'était pas forcément une difficulté, parce que j'avais déjà beaucoup codé petit, donc je n'avais pas d'angoisse à l'idée que j'en étais capable, mais ça demandait du temps. Donc, concrètement, j'ai été à l'équivalent américain de la FNAC et j'ai été acheter un livre pour apprendre des nouvelles technologies, parce que c'était des technologies que je ne connaissais pas beaucoup. Une fois qu'on avait ça, après les difficultés, c'est à peu près les mêmes que toute entreprise, hein, c'est trouver ses premiers utilisateurs. Alors nous, on ne cherchait pas à en avoir beaucoup, mais il nous fallait quand même des utilisateurs. Notre premier client qui a commencé à nous payer, c'était en décembre 2012, donc assez tôt. Il fallait les trouver à la main, les convaincre de nous utiliser. Choisir ses priorités est quelque chose qui est toujours assez difficile dans une entreprise très jeune, c'est-à-dire où est-ce qu'il faut mettre son énergie. Et donc, dans notre cas, le conflit qu'on avait de façon à peu près systématique était est-ce qu'on travaille pour rendre le produit plus accessible aux nouveaux utilisateurs
ou est-ce qu'on travaille pour rendre le produit plus performant pour les entreprises qui nous font déjà confiance? Je pense que c'est quelque chose qu'à peu près toutes les entreprises doivent résoudre à un moment. Et donc, c'est une difficulté de résoudre ce problème-là, mais c'est une difficulté qu'on a tous les jours, et tous les jours, la solution peut être différente. Et donc, ça suppose juste d'être très discipliné et de regarder les choses sérieusement tous les jours. Ce n'est pas ce genre de difficulté qu'on résout une fois pour toutes. Merci, Emmanuel. Et maintenant, le côté plus positif, je dirais, quel était, selon vous, le meilleur moment que vous vous souvenez dans votre carrière que vous aimeriez partager avec nos startups aujourd'hui? Ça fait 9 ans, hein, donc il y en a beaucoup. Il y a eu des moments tristes aussi, hein, il y a tout, hein, il y a des choses qui se passent très bien. Je pense que le sentiment le plus plaisant que j'ai pu retirer de mon expérience jusqu'à présent, et quand je vois des gens qui lancent des applications sur nous, des applications dont la fonctionnalité ou le design, au premier abord, j'aurais pensé n'était pas possible de faire sur une plateforme comme la nôtre. Donc, quand on voit les gens qui sont capables, en gros, d'utiliser notre outil de façon qui n'était pas prévue, ça, c'est quelque chose de très valorisant. C'est un peu comme les Lego, par exemple. C'est que quand on design un set de Lego, et nous, de beaucoup de façons, pas beaucoup de façons, ce qu'on fait, c'est comme des Lego. Simplement, c'est du logiciel. On achète une boîte qui montre une certaine chose qu'on peut créer, mais après, il suffit de prendre les pièces une par une et de faire quelque chose d'assez différent. Et quand on voit des gens qui créent des applications où vraiment au premier abord on se dit ah non, ça ne peut pas être une app faite sur Bubble, et on est obligé de regarder en fait ce qui se passe dans le code, parce qu'on peut quand même le savoir, que ça a été lancé sur nous, c'est quelque chose de particulièrement plaisant. La deuxième chose, et après, c'est des conversations avec des utilisateurs, les gens qui nous envoient des emails. On a eu des utilisateurs qui nous ont envoyé des bouteilles de champagne, par exemple, des chocolats pour nous remercier. C'est le genre de choses qui sont particulièrement plaisantes. Alors ça, c'est quelque chose que les gens font dans les premières années. Aujourd'hui, ça arrive un peu moins, en fait, parce que maintenant, on est suffisamment grand et les gens pensent que, bon, bah voilà, ils payent et c'est le service qu'on leur offre. Mais pendant plusieurs années, c'était juste moi et mon associé. Les gens savaient qu'on n'avait pas levé d'argent. Et donc, on était quasiment partie prenante dans leur aventure entrepreneuriale, et beaucoup de gens nous disaient que sans nous, ils n'auraient pas pu lancer leur boîte. Et ça, c'est un sentiment qui est particulièrement plaisant. Je l'imagine bien. Alors, une question, puis c'était aussi la nôtre, voilà, donc on mutualise les questions, de Clément Trubert. Quelle direction va prendre le développement de Bubble dans les années à venir, notamment concernant le mobile? Donc, quelles sont les prochaines étapes globalement Aujourd'hui, on est beaucoup dans la solidification de ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on a un outil qui est très puissant pour le web. Et donc, un des gros axes produits, c'est d'être sûr que le produit scale bien. Pardon pour l'anglais, mais qui veut dire que quand les utilisateurs commencent à avoir beaucoup plus d'utilisateurs eux-mêmes, ou qu'ils commencent à avoir beaucoup de données qui transitent sur la plateforme, que ça puisse continuer à bien marcher de façon rapide et performante, à peu près à n'importe quelle taille d'application. C'est un problème qui est très compliqué, et c'est là où on passe la plus grosse partie de notre énergie de produit. Donc, ce que ça veut dire, malheureusement, c'est qu'on n'est pas en train de regarder activement le mobile pour probablement au moins un an et demi, je pense. J'ai regretté l'histoire du mobile en 2014-2015 parce que c'était le moment où les apps en fait explosaient et le web, les standards des navigateurs web n'étaient pas encore assez solides pour pouvoir faire des choses sérieuses. Aujourd'hui, il y a assez peu de différence. C'est-à-dire que si vous allez sur Airbnb.com ou Facebook.com sur votre portable, ça ressemble à l'application. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes capacités techniques. Et donc, je ne regrette pas du tout de me concentrer sur le web aujourd'hui. Je sais qu'il faudra qu'on fasse le natif, mais ça prendra du temps. L'autre effort pour nous en tant qu'entreprise, alors ça c'est moins du côté produit, même si ça touche un petit peu, mais plus à l'extérieur du produit, c'est vraiment travailler dur sur l'éducation. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Il n'y a pas beaucoup d'outils en fait de startups qui disent ça va vous prendre une quinzaine d'heures pour apprendre l'outil et après vous pourrez faire plein de choses. Et pour nous, je ne peux pas imaginer qu'on fasse ça différemment. Jamais on ne mettra sur notre site internet, sur notre homepage, en 5 minutes vous avez une application. C'est juste pas ce qu'on offre. Et donc, il faut aider les gens à s'éduquer sur notre outil. Et donc là, il y a beaucoup de choses qu'on essaie de faire. On a commencé à on enseigne des bootcamps maintenant, on crée plus de contenu. Il y a beaucoup de travail de conviction à faire pour convaincre les gens de passer les quelques heures à apprendre l'outil. Et c'est quelque chose qu'on va continuer à pousser. C'est là où je pense que d'avoir de la compétition est une bonne chose, en fait, parce que même si on est en compétition entre nous, encore une fois, pas vraiment. On est plus tous en train de dire aux gens, ça vaut le coup de parier sur ces nouvelles technologies pour créer du logiciel et donc ça vaut le coup de passer du temps pour l'apprendre. Merci beaucoup. Merci. Nous avons une autre question du public.
vous avez fait votre MBA avant la création de votre startup. Est-ce que vous conseillerez à un nouveau CEO de faire un MBA pendant les premières années après la création de son entreprise? Probablement pas. Je pense que c'est assez coûteux, en fait, un MBA aux États-Unis. C'est-à-dire que l'argent que j'ai mis, et ce n'est pas juste les frais de scolarité, c'est aussi les frais de la vie, le fait de ne pas pouvoir gagner de l'argent par ailleurs. Cet argent-là aurait pu être utilisé dans la création d'une entreprise de façon plus profitable. Dans mon cas, la question ne s'est pas posée parce que je n'avais jamais imaginé, encore une fois, commencer une entreprise quand j'ai commencé. Donc, je suis ravi d'être passé par mon MBA parce que sans y être passé, je ne pense pas que j'aurais lancé, j'aurais clairement pas créé Bubble. Je ne suis pas sûr que je serais devenu entrepreneur du tout. Mais si on a une idée assez précise de ce qu'on veut construire, je pense qu'il vaut mieux y aller et le construire. Il y a aujourd'hui, alors c'est là où les accélérateurs, quelque chose que nous on n'a jamais fait, mais les accélérateurs peuvent aider beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui aux États-Unis diront que Y Combinator est le nouvel MBA. Et alors c'est coûteux aussi, hein, parce qu'on donne 7% de son entreprise. Cela étant, c'est une façon accélérée d'apprendre pas mal de choses. 2 ans de business school, ça prend du temps quand même. Donc, ce que je dis toujours aux gens quand ils me demandent est-ce que je devrais faire un MBA, je leur demande est-ce que tu as envie de passer 2 ans sur un campus américain? Si les gens disent oui, bah, il faut le faire dans ce cas-là, parce que c'est la meilleure façon de le faire. Mais si les gens se disent je vais faire un MBA parce que ça va me permettre d'avoir un diplôme ou que ça va me connecter avec les bonnes personnes pour faire autre chose après, c'est généralement une mauvaise idée. D'accord. Roberta. Je voudrais profiter d'une question que j'avais pour vous. Maintenant, vous avez beaucoup d'employés. Donc, quelle est votre stratégie de recrutement pour trouver les meilleurs profils sur le marché et comment vous fédérez vos équipes? Là, il y a deux questions. C'est très dur d'attirer les bons talents, c'est très dur. C'est un des avantages de levée de fonds, d'ailleurs, quand on parlait de l'intérêt de lever des fonds, c'est que ça rend l'entreprise plus visible et donc ça fait qu'il y a plus de gens qui vont postuler. Et donc, c'est une bonne chose. Mais c'est une guerre. Il faut se battre pour les bons talents et c'est difficile. Ce qu'on essaie de faire, et comme toutes les entreprises d'ailleurs, on essaie de se reposer beaucoup sur l'équipe actuelle. C'est-à-dire que ce qu'on dit toujours, c'est que nos meilleurs ambassadeurs sont nos employés actuels. Et donc, on leur dit de nous envoyer leurs amis, en particulier leurs amis qui pensent intelligents pour qu'ils nous rejoignent. D'ailleurs, on leur donne des primes pour ça, mais ce n'est pas tellement le sujet. Généralement, les gens ne le font pas pour l'argent, les gens le font parce que tout le monde chez Bubble est actionnaire de Bubble. On donne des stock options à tout le monde et donc tout le monde a intérêt à ce qu'on ait les meilleurs pour que la boîte marche bien. Et après, il y a plus de travail qu'on peut faire, je pense, sur ce qu'on appelle en anglais l'employee branding. Mais c'est quelque chose qui prend pas mal de temps à mettre en place pour créer une marque qui attire les candidats. Et là, on est encore un petit peu petit, je pense, pour que ça puisse prendre tout son effet. Généralement, les entreprises commencent à avoir une forte marque d'employeurs au-delà d'une centaine de candidats. Après, comment on les gère? Cela dit, typiquement, moi, aujourd'hui, en parlant, je vais répéter le fait qu'on cherche des ingénieurs à Paris, si ça en intéresse quelques-uns. C'est comme ça qu'on le fait. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est de raconter son histoire d'entreprise, d'essayer de convaincre les gens que c'est une entreprise qui peut être importante pour le futur et donc que ça vaut le coup d'essayer d'en faire partie en tant qu'ingénieur ou autre. Après, comment on gère les équipes? Alors, le Covid a introduit beaucoup de changements là. Maintenant, évidemment, tout est en ligne. Je pense qu'on va revenir un petit peu vers un monde plus vieille école. Les États-Unis ont toujours été, je pense, un peu plus en pointe pendant le Covid que la France sur le télétravail. Et donc, on va revenir un peu plus vers du présentiel dans les bureaux, même si ce ne sera jamais à 100%. Et il y aura toujours des gens dans l'équipe qui ne seront pas dans les bureaux de New York. Et donc, comment fédérer et gérer les équipes en ligne est quelque chose qui est difficile, mais en même temps, c'est difficile pour tout le monde. Donc, si ce n'est pas parfait, je pense que clairement, de faire tourner une entreprise par Zoom et par Slack n'est pas encore la panacée, mais on est tous un peu dans le même bateau. C'est-à-dire que ce soit la plus petite des boîtes ou la plus grosse des boîtes. Et donc, on essaye trop de trouver les bonnes méthodes pour garder les gens motivés, faire qu'ils se sentent connectés avec le reste de l'équipe. Nous, aujourd'hui, on a commencé la pandémie, par exemple, à 16, on est 40, donc on a rajouté 24 personnes que moi-même, je n'ai jamais vues, avec lesquelles je n'ai interagi que de façon digitale. C'est un peu particulier. Est-ce que c'est idéal? Probablement pas, mais c'est pareil pour tout le monde, donc ça va. L'adaptation. Voilà. D'accord. Alors, on a une question. Est-ce que vous êtes investisseur dans les startups? Et si oui, quels seraient vos critères de sélection sur les projets et par rapport à votre expérience pas encore. Globale? Vous y avez pensé? Pas encore. Je n'ai pas assez de temps, pour être très honnête, pour faire ça. Et je pense qu'il est important de me concentrer sur ce que je fais.
quand l'entreprise va grossir, je pense que j'aurai un peu plus de temps. Aujourd'hui, je suis dans, je pense, la phase la plus douloureuse parce qu'on est 40, on doit finir l'année à 70, donc il y a pas mal, et il y a encore beaucoup de choses qui reposent directement sur moi et mon associé. Et quand on sera 70 avec une équipe de, ce qu'on appelle une équipe de leadership solide, j'aurai sans doute un petit peu plus de temps. Je ne suis pas sûr d'être un passionné d'investissement, en fait, même si c'est ce que je voulais faire à la base quand je suis entré en business school. Moi, j'aime bien faire des choses. Et après, bon, business angel peut-être. Je n'ai pas encore réfléchi au thème. Quelque chose que j'espère faire assez vite, en revanche, mais là, c'est dans le cadre de Bubble, j'espère assez rapidement, quand la boîte c'est un peu plus grosse, mettre en place un petit fonds ou quelque chose comme ça pour investir dans les entreprises qui se lancent sur la plateforme, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour nous, en tant que Bubble, de lever de l'argent pour les gens qui se créent sur nous. Ce qui n'est pas une idée nouvelle, d'ailleurs, Slack a fait la même chose. Slack avait un Slack Fund qui leur a pas mal réussi. Et donc, j'espère qu'on pourra faire ça d'ici 9 mois, quelque chose comme ça. D'accord, très bien. Roberta, tu… Ok, je voulais vous demander, Emmanuel Mazza, vous êtes connu dans beaucoup de pays. Donc, quelle était votre stratégie? Quelle est votre stratégie de vous faire connaître à l'international? Quels outils vous utilisez? Notre stratégie de croissance depuis le début est très portée sur la communauté et la validation sociale. C'est-à-dire que si moi je viens là sur un webinaire et je dis vous pouvez faire n'importe quoi sur Bubble sans code, il y a quand même beaucoup de gens qui vont dire oui, évidemment, il vend son produit, donc est-ce que je lui fais confiance? En revanche, si quelqu'un dans votre réseau vous dit si, moi je l'utilise et ça marche, vas-y, je peux vous garantir que vous allez le croire, à moins que vous pensiez que votre ami est un menteur, mais enfin, la plupart des gens ne mentent pas. Et donc, c'est comme ça qu'on a cru depuis le début. C'est-à-dire que toute notre croissance s'est beaucoup reposée, je dirais à plus de 70%, sur le fait que les gens nous recommandent à leurs amis. Alors, ça peut se faire en personne parfois, ça peut se faire dans des meet-up ou à l'école, ça peut aussi se faire en ligne, c'est-à-dire que quelqu'un qui va écrire un blog post ou même un tweet, c'est le genre de choses qui peuvent convaincre les gens d'essayer. Et donc, la raison pour laquelle notre base d'utilisateurs est si internationale, c'est parce que, en fait, ça c'est pour vous donner un chiffre, moins de 40% de nos revenus aujourd'hui sont américains. Ce qui, pour une entreprise de notre stade, est vraiment faible. C'est-à-dire que la plupart des startups à notre stade seraient plutôt à 70, 60, 80%. Nous, on est à plus de la moitié de notre business aujourd'hui est international. La France, d'ailleurs, étant notre troisième pays, après le Royaume-Uni et les États-Unis, ce qui, moi, fait très plaisir, parce que je reste français. Et la raison pour laquelle ça s'est fait, c'est donc en fait, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment mis en place. On n'a pas réfléchi à notre stratégie internationale. On a réfléchi à comment faire que notre communauté soit notre plus grand vecteur de croissance. Et donc après, c'est un petit peu par hasard en fait. Il y a des communautés qui naissent dans différents pays, et donc les gens se recrutent entre eux au sein de leur géographie généralement, parce que la plupart des réseaux d'entrepreneuriat sont assez nationaux ou locaux en tout cas. Et donc ça s'est fait comme ça. On commence à peine aujourd'hui à créer du contenu dans des langues différentes pour tester. Même on commence à faire de la pub, par exemple, sur Google avec des langues différentes. Le Brésil, par exemple, est un pays assez fort pour nous aussi. Et du coup, on a commencé à essayer de faire de la pub en brésilien, en portugais, pardon, pour voir si ça marche bien. Mais cela dit, notre outil reste un outil en anglais avec une documentation en anglais. Donc, il y a des limites à ce qu'on peut faire dans la localisation. Très bien, merci. Alors, on a encore 3 questions et c'est vrai que le temps passe tellement vite et je pense qu'on pourrait continuer très longtemps comme ça. Mais merci beaucoup de tenir le rythme. Alors, oui, brevet ou secret quand nos produits sont des codes ou algorithmes. Voilà, c'est la question, c'est la question de la protection intellectuelle. Alors, quelle protection intellectuelle? Quelle protection intellectuelle? La nôtre de notre outil ou de nos utilisateurs qui nous utilisent? Alors, ça pourrait être les deux. Ça pourrait être les deux, mais je pense que la question était portée plutôt sur la technologie, en fait. Sur notre technologie? Sur notre technologie, ouais. Généralement, les startups ne sont pas dans une folie de brevets. C'est plus Apple et Samsung qui s'entretuent à coups d'avocats. C'est le genre de choses que les grosses boîtes font quand elles ont beaucoup d'argent à mettre dans les avocats, parce que, in fine, les brevets, c'est une façon de rendre des avocats plus riches. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses on pourrait commencer à essayer de breveter certaines choses sur notre interface ou des choses comme ça. Dans les faits, ce serait une grosse perte de temps. Ça rend le recrutement plus difficile parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui n'aiment pas travailler pour les entreprises qui ont une politique de brevet forte parce que concrètement, ça limite leurs options après, parce que c'est-à-dire que ça limite ce qu'eux-mêmes peuvent faire.
Et même d'un point de vue idéologique, il y a beaucoup d'ingénieurs, en particulier aux États-Unis, qui sont assez contre ça. Alors, sans aller jusqu'à l'open source, nous, par exemple, notre code n'est pas open sourcé, mais c'est un continuum. C'est-à-dire que l'open source est un extrême, d'avoir des brevets pour tout. Enfin, quand on voit qu'Apple, par exemple, a breveté, je crois, l'idée qu'on pouvait, à l'époque en tout cas, qu'on pouvait tourner une page en swipant sur un écran, c'est l'extrême inverse parce qu'ils ont beaucoup d'argent pour le faire. Donc, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas encore en ce moment. Et d'ailleurs, de répliquer ce qu'on a fait, ça prendra plusieurs années à quelqu'un pour le faire, donc ils peuvent essayer, mais bon courage. Le fait d'avoir un brevet ne changera pas grand-chose. Ok, merci à vous. Et alors, je pense qu'on n'a pas plus de temps, donc je voulais faire la dernière question pour conclure cette session très intéressante, Emmanuel. Quel signifie entrepreneuriat? Que signifie l'entrepreneuriat? Oui, pour Emmanuel. C'est une question un peu piège, c'est une colle. Je pense que c'est la liberté de travailler sur ce qu'on pense est le plus important. Et quelque chose que, pour moi, a énormément de valeur. Et il y a un coût, hein, l'entrepreneuriat n'est pas forcément une panacée pour tout le monde. Il y a une certaine instabilité, un confort personnel, hein, parce que concrètement, financièrement, les premières années peuvent être dures. Moi, dans mon cas, par exemple, j'ai vécu jusqu'à 33 ans comme un étudiant en école avec des colocs et tout, à un âge où je commençais à me dire j'aimerais bien ne pas faire la queue pour aller aux toilettes, par exemple. Et donc, c'est pas forcément pour. Donc, il y a un coût réel en termes de vie personnelle. En revanche, j'ai toujours l'impression de travailler sur ce que moi, je pensais était un des problèmes les plus importants, alors pas les problèmes les plus importants du monde, mais un des problèmes les plus importants où je pouvais avoir une vraie contribution. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a énormément de valeur. C'est-à-dire que je me suis rarement réveillé le matin en disant mais pourquoi je fais ça? Alors que je pense que beaucoup de gens qui travaillent dans des plus grandes entreprises où il commence à y avoir parfois des choses qu'il faut faire parce que quelqu'un 3 niveaux au-dessus a décidé que c'était important, alors que individuellement on est là, enfin non, mais ça n'a pas de sens de faire ça. C'est quelque chose que j'ai jamais eu vraiment à faire quand j'étais entrepreneur. Merci. D'accord. Eh bien, je pense que voilà, il est 18h, donc il est midi aussi, je pense, à New York. Exactement. C'est ça. Donc malheureusement, voilà, on doit clôturer, mais c'était un vrai plaisir de pouvoir profiter de votre expérience. Merci beaucoup, vraiment. Et puis, en fait, je pense que pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas pu avoir réponse à leurs questions, vous êtes accessible aussi avec plus ou moins de temps, mais voilà, ça reste possible. Je suis accessible sur Twitter, je suis accessible par email de façon assez classique. Mon email sera emmanuel@bubble.io et pour les gens qui font partie du réseau Polytechnicien, j'ai une adresse. Je ne garantis pas d'avoir du temps pour répondre à tout le monde, mais je fais mon effort pour lire tout et de faire ce que je peux quand je reçois des emails. Et encore une fois, je répète parce que ça me tient à cœur évidemment, on cherche à Paris, en Europe en général et en France en particulier, et à Paris, parce que la France est quand même assez centralisée avec plus de monde à Paris, des ingénieurs ou des gens pour l'équipe de Success. D'ailleurs, si ça intéresse des gens, moi, je serais ravi d'en parler. D'accord. Merci, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci. Alors, on se retrouve le 6 juillet, donc on sera plutôt du côté du Brésil. Voilà, donc si ça, on communiquera et de toute façon, l'intervention d'Emmanuel Strafnov sera donc diffusée en replay dans quelques jours. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.